Crise syrienne, Lavrov dévoile les dessous des négociations au Doha Forum. La crise syrienne, une poudrière au cœur du Moyen-Orient. Au Doha Forum, Sergueï Lavrov a pris la parole et a surpris tout le monde avec des révélations stratégiques majeures. Pourquoi la Russie insiste-t-elle autant sur la souveraineté syrienne? Et que cachent les accords trilatéraux entre Moscou, Téhéran et Ankara? Restez avec nous pour découvrir les véritables enjeux derrière ce discours marquant. Sergueï Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères, a encore fait parler de lui. Lors de son intervention au Doha Forum, il a livré une vision claire et ferme sur la crise syrienne. Mais au-delà des mots, ce discours dévoile une stratégie géopolitique complexe qui redéfinit les équilibres au Moyen-Orient. Décortiquons ensemble les moments clés de cette intervention. Tout d'abord, Lavrov a insisté sur un point fondamental, le respect total de la souveraineté syrienne. Pour lui, toute solution passe par une reconnaissance de l'intégrité territoriale de la Syrie, loin des ingérences étrangères. Ce message s'adresse notamment aux puissances occidentales, accusées de vouloir remodeler la région selon leurs propres intérêts. Ensuite, il a mis en avant le rôle crucial de la diplomatie dans la résolution de ce conflit. Selon Lavrov, la résolution politique est la seule voie viable. Pas de victoire militaire, mais des tables de négociation où chaque acteur doit avoir sa place. Un rappel qui cible aussi bien les parties locales que les grandes puissances internationales. Dramatique qui semble reformer la carte géopolitique de la Syrie. J'aimerais que vous nous donniez votre opinion sur ce qui s'est passé ces 10 derniers jours. Ma réaction a été publique, elle a été énoncée à plusieurs reprises. Il est inadmissible de permettre à des groupes terroristes de prendre le contrôle des territoires en violation des accords qui existent, notamment la résolution 2254 du Conseil de sécurité de l'ONU, qui prévoit donc l'intégrité territoriale de la République arabe syrienne et qui condamne le terrorisme qui trouble la vie des Syriens et qui appelle à un dialogue direct entre le gouvernement et les groupes d'opposition qui sont énumérés dans cette résolution. Et si vous voulez parler de ce qui se passe à Yad Vashem entre 2018 et 2020, dans le cadre du Forum d'Astana, 2 accords ont été signés, clairement solidifiant les résolutions communes et ne pas permettre à Yad Vashem, et cet accord ne peut pas être mis en œuvre parce qu'il est violé. Donc ce matin, j'ai vu que la couverture était tout à fait particulière. J'ai regardé, donc quelqu'un disait que les groupes d'opposition étaient en train de prendre des nouvelles villes. Les groupes d'opposition, ce sont donc Doha, donc Al Jazeera. Alors, je ne sais pas si c'est très propre. Donc, Al Jazeera est un groupe d'opposition au gouvernement de Damas. Cela semble une description extrêmement claire de ce qu'ils font. Attendez, une seconde. Je comprends que vous défendiez vos patrons, donc Al Jazeera, mais un journaliste honnête dira que Yad Vashem, sur la liste des groupes terroristes par les États-Unis et le groupe et l'ONU. Alors, ces 2 dernières semaines, on m'a dit qu'il y a eu plusieurs polémiques, mais s'agissant de la diplomatie, je comprends que vous ayez eu que vous avez eu une réunion avec les Turcs à Doha. Est-ce que vous êtes parvenu à un accord? Oui, nous avons réitéré le fait que l'intégrité territoriale était extrêmement importante de la République arabe syrienne. Nous appelons à une cessation des activités hostiles, une cessation immédiate. Nous avons dit, nous tous, que nous voulions que la résolution 2254 soit mise en œuvre dans sa totalité et dans ce but, nous appelons au dialogue entre le gouvernement et l'opposition légitime, comme cela a été dit. Là, il n'y a rien de nouveau. Il s'agit d'appliquer cette résolution. Mais cette résolution 2254, donc vous étiez là en 2015, appelé à une nouvelle constitution et des élections équitables. Et ce processus est dans l'impasse.
Oui, mais depuis la dernière fois, depuis l'adoption de cette résolution, depuis qu'il y avait une résolution aussi qui promettait donc la création d'un État palestinien. Et personne n'est parfait, comme on peut le dire, et tout est relatif. Mais cela ne signifie pas que nous ne devions pas essayer. Avez-vous parlé à votre homologue syrien ou avez-vous vu des fonctionnaires syriens? Et combien sont-ils inquiets? Ils ont perdu beaucoup de territoire. Écoutez, nous ne sommes pas là pour voir qui est inquiet et de quelle manière il est inquiet. Il faut résoudre le problème par la voie diplomatique et permettre à la justice de prévaloir. Et c'est ce que veut la résolution 2254 et les autres auteurs et parrains de la résolution, y compris les États-Unis. Il faut savoir maintenant s'il continue d'appuyer ce processus tel que décrit dans la résolution et tenir les promesses qui, nous espérons, vont se matérialiser. Que pense la Russie de cette perte territoriale? Parce que la Russie et l'Union soviétique avant elle soutenaient beaucoup la Russie. Donc, est-ce que la Russie pourrait intervenir militairement et pas seulement diplomatiquement? Le ministre, notre pays soutient non seulement la Syrie, mais aussi l'Irak, la Libye, le Liban. Et ce n'est pas de notre faute si toutes les résolutions adoptées sur les questions du Moyen-Orient, certaines n'ont pas été adoptées. Par exemple, l'Iran a été bombardé sans aucune discussion au Conseil de sécurité. Ce n'est pas de notre faute si la tendance la plus importante du monde est que les États-Unis veulent garder l'hégémonie et s'attaquent à ceux qui veulent vivre dans un monde libre où les Nations Unies exigent la souveraineté des États et leur mise en œuvre, qu'il s'agisse de d'autres instances, comme l'ASEAN ou d'autres. Le fait qu'un nouveau monde apparaisse, un nouvel ordre mondial apparaisse, ne se fera pas et ne se fait pas sans conflit. Nous l'avons vu avec l'action des États-Unis en Irak, en Libye, en Palestine, parce que le comportement des États-Unis sur ce qui se passe en Palestine est tout à fait inacceptable. Envahir la Syrie, tout cela est la répétition d'une très très vieille habitude, à savoir créer le chaos, le bazar, et pour parvenir et donc l'OTAN et les États-Unis ont dit lors d'un sommet que c'est que la sécurité de l'Euro-Atlantique est indivisible de la sécurité indo-pacifique. Donc, en fait, cela comprend tout le continent euro-asiatique, y compris la péninsule coréenne, le détroit de Taïwan, et tout cela reflète les tentatives de ne pas permettre l'hégémonie de prendre fin. Nous sommes tout à fait désolés pour les Syriens qui sont devenus le jouet d'une expérience géopolitique et nous sommes absolument convaincus du caractère inadmissible qu'il y a à utiliser les terroristes pour des vues géopolitiques. Il s'agit de parvenir à une désescalade. Mais qu'est-ce que nous allons faire? La mentalité, les Américains sont... Alors, pour les Américains, qu'est-ce qui est important? Comment ils vont être perçus. Et ce qu'ils veulent, c'est que quand ils disent quelque chose, tout le monde obéisse. Dans notre cas, ce n'est pas que nous sommes préoccupés. C'est pas l'impression, nous ne sommes pas préoccupés par l'impression que nous faisons sur les gens. Nous croyons en ce que nous faisons. Et si depuis 2015 nous essayons de maintenir entier l'État syrien et de trouver des solutions avec les Iraniens et les Turcs, ce qui s'appelle le processus d'Astana. C'est un processus, mais rien ne va de soi en diplomatie. Et ce que nous faisons aujourd'hui, c'est que nous voulons empêcher qu'on affaiblisse et qu'on ruine les efforts que nous avons faits jusqu'ici. Et nous ne le faisons pas pour notre image.
nous sommes très préoccupés par le sort des Syriens et nous ne voulons pas qu'ils subissent le sort des Libyens ou des Irakiens ou d'autres nations qui sont troublées par les guerres organisées par des gens. Donc, la Russie a demandé à ses ressortissants de quitter la Russie. Cela veut dire que Assad ne pourra pas se maintenir au pouvoir et si tel est le cas, est-ce que vous allez essayer de le sauver cette fois encore? Écoutez, les ambassades occidentales de Kiev ont demandé à leurs ressortissants de quitter le pays. Les ambassades en Corée du Sud font la même chose. C'est le travail diplomatique. Je comprends que vous voulez du sensationnel dans votre interview. Mais en tant que journaliste, vous devez vous en tenir aux faits. Et moi, je suis désolé, mais je m'occupe de mes compatriotes. Oui, ce qui est sensationnel, c'est que le territoire de la Syrie a été, une grande partie du territoire syrien a été perdu. Pensez-vous que Assad va pouvoir tenir? Et qu'est-ce que les Russes vont faire militairement? La Russie aide militairement l'armée syrienne. Nous aidons l'armée syrienne à contenir les terroristes. Je ne peux pas deviner ce qui se passera. Nous ne sommes pas en train de jouer aux devinettes. Nous essayons de trouver des solutions, comme je l'ai décrit, et nous allons prendre des mesures particulières pour nous assurer que nous y parvenons. Vous avez dit que la Russie joue un rôle militaire. N'êtes-vous pas frustré du fait que l'armée syrienne a juste fui exactement comme cela a été fait par l'armée afghane devant les talibans? Les Américains ont quitté l'Afghanistan de manière absolument beaucoup plus abrupte. Si vous voulez que je vous dise, que j'essaie de vous donner une opinion sur qui se comporte et comment, qui est perçu et comment il est perçu, eh bien, c'est votre droit. Mais je pense que je vous donne les choses comme elles sont. Il semble que vous essayez d'éviter d'aller en Ukraine. Oui, je vais aller en Ukraine, mais je veux parler des questions du Moyen-Orient d'abord. Je voulais revenir à Eret el-Rosham, donc qui reste sur la liste noire de l'ONU. Mais son dirigeant parle sur un autre ton. Il envoie un message en disant que tout le monde est bienvenu. Est-ce que vous pensez que quelqu'un va pouvoir parler avec lui? Tout d'abord, il projette ses positions il diffuse ses positions sur CNN. Apparemment, il est toujours sur la liste des États-Unis. On lui a demandé, il a dit que oui. Et sur la liste du Conseil de sécurité. Donc lui donner une audience sur CNN, c'est déjà quelque chose. Pour ce qui est des promesses qu'il fait, je dirais que, comme disent les Anglais, que la preuve du pudding est dans la bouche. Alors, vous avez parlé de la liste noire, il y avait Al-Qaïda, et maintenant, en Afghanistan, la Russie traite avec les talibans. Les choses évoluent. Nous n'avons jamais retiré notre ambassade de Kaboul. L'ambassade est toujours restée, y compris durant l'occupation par la coalition américaine, et y compris après leur départ honteux, nous nous sommes jamais retirés. Et à propos, les talibans ne sont pas sur la liste des terroristes de l'ONU. Certains talibans y sont, mais les talibans en général n'y sont pas. Et je voudrais dire que la vie est plus intéressante et plus compliquée que les résolutions et les déclarations et les promesses. Nous allons voir comment ça marche. Si l'opposition, les positions qui ont été mentionnées, si l'opposition qui est mentionnée dans la résolution 2254, peut permettre d'empêcher l'opération de continuer, nous le verrons. Il participe aux hostilités également. Aujourd'hui, on appelle l'Iran, la Turquie et la Russie à l'aide de tous ceux qui sont sur le terrain. Mais sur le terrain, en Syrie, si Homs est prise, le territoire contrôlé par Assad sera divisé par 2. Et la base navale qui est sous contrôle russe depuis 1949 risque de se retrouver en danger. Nous avons des images satellites où on voit des navires russes qui quittent le port. Donc il y a des manœuvres navales en Méditerranée et c'est ce que montrent les images satellites. Une fois encore, si vous voulez dire que oui,
nous avons perdu en Syrie, nous sommes désespérés à un tel point. C'est ce dont vous avez besoin, c'est ce que vous voulez entendre. Mais moi, je ne suis pas dans le jeu des devinettes. Nous essayons de faire le possible pour ne pas permettre aux terroristes de gagner. Quel est le rôle de la Turquie s'agissant du... Vous avez rencontré le ministre des Affaires étrangères turc ici à Doha. Pensez-vous qu'ils veulent aider à la situation? Ils sont des acteurs très influents en Syrie, je pense que vous le savez. Ils sont préoccupés par la sécurité des frontières de la Syrie. Nous avons discuté au Forum d'Astana dans le contexte des discussions sur la normalisation des relations entre la Turquie et Damas. Et il y a une série d'idées que nous voulons mettre en pratique pour maintenir l'intégrité territoriale de la Syrie unie, tout en veillant sur les frontières de la Syrie qui est très perméable aux terroristes qui veulent aller en Turquie. Donc je pense qu'il s'agit là d'un exemple qui peut être traité et les relations entre la Syrie et la Turquie doivent se normaliser et cela va pouvoir aider. Alors, si on continue de parler de la Syrie, vous avez parlé de la vision de l'année 2025. Alors, et si on parle de cette résolution et des élections qui ne sont pas légales en effet, comment est-ce que nous pouvons parler de cette dynastie, de cette famille qui règne dans cet État et pour 54 années déjà? Comment est-ce qu'on peut dire qu'ils sont vraiment élus? Alors, vous avez dit que, en effet, ça c'est la réalisation de la résolution. Tout d'abord, il faut bien implémenter ce qui sont les premiers pas, les pas préparatoires. Ça, c'est l'intégrité territoriale et la souveraineté qui doivent être bien respectées. Alors, c'est l'occupation de l'Est de la Syrie. Ça, c'est le support des séparatistes, ce qui inclut les territoires qui ont été historiquement tels des nations, des ethniques arabes. Et bien sûr, ça, c'est toujours le marché international et c'est le financement des terroristes qui reste là. Alors, est-ce que ça, c'est bien quelque chose qui est donc nécessaire pour les élections? Alors, il y a 54 000 gens qui ont été tués et vous le connaissez bien qu'en juin, les membres de la sécurité, du Conseil de la sécurité ont voté contre ce qui se passe là. Mais pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de cessez-le-feu maintenant? Parce que la résolution est donc la qualité qui est de la qualité qu'on ne supporte pas. Pourquoi? Parce que tous les amis arabes, dont la Palestine, ont voulu essayer pour tout changer. Et maintenant, on parle des plans de Biden, plans des Américaines qui sont là, qui veulent régner dans le Conseil de la sécurité. Et c'est quelque chose qui est des plans américains de Biden qui supportent Netanyahou. Alors non, en effet, ce n'est pas donc nécessaire. C'est comme Schwarzenegger a dit, avait confiance de moi. Mais en effet, le résultat est que rien n'existe pas. Ils n'ont pas de ce désir de trouver la solution. Ce plan a été le plan de changer l'ordre mondial. Il n'y a pas rien de spécial ici. Alors ça, c'est la résolution. C'est la résolution qui n'aurait jamais pu être implémentée. Mais pourquoi pas d'applaudissements? Alors, Israël a tué déjà beaucoup des représentants de Hamas. Est-ce qu'il y a vraiment la raison de continuer la guerre, le massacre? Alors, nous condamnons toujours les attaques terroristes, même telles de l'octobre de l'année précédente. Mais en même temps, nous condamnons le moyen qu'Israël a réagi. En effet, ils ont commencé de punir les Palestiniens. Et j'ai parlé avec des collègues palestiniens et maintenant, je pense qu'ils se sont prononcés, même le ministre de la Défense, ou les autres représentants du cabinet ont donc posé la question pourquoi est-ce que vous ne faites rien pour défendre les citoyens, les civils? Il a dit il n'y a pas des citoyens là, dans la région de Gaza. Tous ceux qui y habitent sont les terroristes. Alors ça, c'est pas une philosophie. Et donc Antonio Guterres a condamné les terroristes. Mais en effet, rien n'a changé, rien n'a été fait. Quelle était la réaction d'Israël? Leur ambassadeur a demandé que Guterres quitte sa position.
et il est devenu la personne non grata là. C'est quelque chose d'incroyable en fait. Moi, je pense que ça ne sert à rien. Ça sert seulement à leur intérêt. Parce que, alors, cette notion que les terroristes peuvent être de 3 ans, vous savez, de l'âge de 3 ans. Mais alors, il y a 80 ans déjà, il y a plusieurs générations qui y habitent. Ce sont les générations qui sont occupées, qui sont dans les territoires occupés. Il y a bien sûr les enseignants aux écoles qui enseignent l'histoire du peuple palestinien et ce qui s'est passé en l'année 1984. Et en effet, on a alors créé toutes les préconditions pour la situation courante. Mais l'État palestinien a été créé et l'extrémisme se reproduira dans cette région et il n'y a aucun doute. Je dirais qu'ils veulent exterminer tous les membres de Hamas. Moi, je ne pense pas que quelque chose, c'est vraiment de sérieux. Alors, parlerons de l'Ukraine. Peut-être la fin de la guerre viendra à l'avenir. Mais Monsieur le Président, Monsieur Zelensky a dit que la situation ne cesse à changer et qu'on peut donc frôler ce conflit sur tous les territoires. Mais il faut donc trouver les garanties de la paix pour bien donner à l'OTAN le droit de défendre l'ouest de l'Ukraine. Alors, je ne cesse à continuer de dire que ce que M. Zelensky dit est quelque chose qui change toujours. Il peut changer son opinion lors de la nuit. Alors, c'est ses sentiments, c'est son idée qui change son opinion tous les jours. Je ne pense pas que c'est quelque chose de la Corée ou d'Allemagne ou de quelques autres pays. Alors, c'est ce qu'il a dit, c'est ce qu'il appelle la base sans autre alternative. Alors, c'est M. Zelensky qui peut donc dessiner la carte et donc réaliser tous ses rêves. Il y a plusieurs initiatives qui ont été lancées, y inclut l'initiative stupide de la paix de M. Zelensky, où il dit que la Russie doit revenir aux frontières de l'année 1996. Moi, je dois aller à la cour, puis aux prisons. La Russie doit payer toutes les contributions, donc oublier tout ce qui l'arméise. Alors, et tous les plans ukrainiens sont inadéquates, je disais, si on parle de M. Zelensky. Et il faut toujours trouver la motivation de bienveillance, comme le Brésil et comme la Chine, pour bien trouver les sujets qui sont discutables, même à l'Assemblée générale. Par exemple, ce sont les idées qui circulent aux États du pays arabe, en Afrique du Sud. On a créé les groupes de travail, même sur l'Ukraine. Si on parle des initiatives, ils doivent toujours être lancés sur la base de motivation de bienveillance. Et en effet, si on parle de ce que M. Xi Jinping a dit, il a proclamé dans son initiative globale de la sécurité, je pense que ça a été publié en février 2023. Ce n'est pas seulement sur l'Ukraine. Il a donc publié l'initiative où il exprime les idées comment peut-on traiter tous les conflits militaires. Il faut toujours éliminer les racines du problème parce que chaque situation, par exemple, si on parle de l'État palestinien, si on parle du Moyen-Orient, si on parle de l'Ukraine, il y a toujours les racines pour chaque problème. Et donc, les racines du problème ukrainien ne sont jamais commentées dans aucun document, même par les diplomates. Et ce sont seulement ceux qui sont à Moscou qui parlent des racines de ce problème. Moi, je parle toujours aux savants, aux journalistes, et ce qui me surprise beaucoup, que personne n'est choqué. Alors, c'est l'année 2014, c'est le mois de février, qui est la racine du problème ukrainien, parce que ils ont demandé à l'Union européenne un petit délai pour rejoindre l'Union européenne. Et puis, ce sont été les relations économiques avec la Russie qui ont empêché l'Ukraine de rejoindre l'Union européenne. Et puis, on a tenu beaucoup de consultations parce qu'ils n'ont pas eu des tarifs douaniers avec la Russie. Et nous protégeons nos industries en relation avec l'Union européenne. Et puis, ils nous ont dit que la Russie devrait fermer alors la frontière avec l'Ukraine pour arrêter l'influx des marchandises européennes, pour protéger notre propre économie.
Russie. Et en effet, nous avons eu les négociations des trois parties et l'Union européenne a tenu les consultations et ils l'ont dit, c'est pas votre business, c'est pas votre matière à discuter. Ce ne sont ce qu'on appelle power relations avec Kennedy. Alors, et puis, ils ont donc interrompu et ils ont reporté des négociations. Puis, c'était la situation de Maïdan en année 2014. Alors, revenons à aujourd'hui, s'il vous plaît, parce que nous n'avons pas beaucoup de temps maintenant. Et maintenant, on a lancé cette culture d'annulation, cancel culture en anglais alors. Alors, si vous n'avez pas beaucoup de temps, je peux dire, j'ai la raison. Vous ne voulez pas donc discuter quelles sont les racines du problème. Alors, je m'adresse à ce problème vraiment d'une une manière très, très sérieuse. Si on parle de cette confrontation a été résolue avec la Pologne, l'Allemagne, avec les mêmes garanties. Et même le matin suivant, toutes les agences gouvernementales ont été prises et on a lancé les élections. Puis, ils ont capturé tous les agences gouvernementaux et l'ont dit, nous avons créé le gouvernement des conquéreurs, pas le gouvernement national tel des conquéreurs. Et ils ont dit, nous avons annulé la langue russe, on n'utilise plus la langue russe. Puis, ils ont dit, pas d'attention au fait que la Crimée a été le territoire russe, pas d'intégrité nationale. Alors, ils n'ont pas tenu des référendums, ils ont voté pour Kosovo et puis on peut dire ça c'est l'extermination de la nation. Alors, ça, c'est le droit de détermination des peuples. C'est le droit principal qui est défini par le charte de l'ONU. C'est le peuple qui peut donc définir ses propres intérêts. Et si on parle de Zelensky et de son interview, il n'a pas appelé les peuples comme les peuples. Il a dit qu'ils sont les genres biologiques. Alors, il a dit qu'il y a beaucoup de gens qui ne considèrent pas M. Zelensky et son régime comme légal. Et les droits des hommes, c'est quelque chose. Ne m'interrompez pas, s'il vous plaît. Alors, l'article 1 de la Charte de l'ONU a dit qu'il faut donc respecter les droits de l'homme, de chaque être humain. N'importe quelle race, genre et langue. En Ukraine, dès 2017, ils ont alors lancé le régime d'après lequel il extermine la langue russe dans toutes les écoles, dans toutes les chaînes de télé. Et puis, ils ont bien prohibé l'Église russe orthodoxe. Ça signifie que cette idée de prohibition de la discrimination qui se base sur la religion de la langue n'existe plus. Alors, maintenant, ils n'ont jamais respecté les droits des hommes-là. Et maintenant, le régime raciste y existe. Ça, ce sont les racines. Et j'ai l'espoir que les gens qui sont sincèrement intéressés en solutions, qu'ils rédigeront des initiatives qui toucheront les aspects que j'ai énumérés. Comme la situation là, alors, a été telle que l'OTAN a voulu y construire sa forteresse. Et ils ont voulu prendre la Crimée et donc maintenant ils sont en hystérie. Alors, Monsieur le ministre, ma question dernière, il y a les missiles qui ont été utilisés là, ils sont tels de l'ultrasonique et maintenant on parle d'engins nucléaires. Et vous avez un CV vraiment très long. Est-ce que ça peut vraiment s'arriver? Est-ce que vous avez l'espoir que l'administration de Trump peut bien interroger ici? Je ne peux pas parler des politiques de l'administration de Trump et des formulations qu'ils vont utiliser. Il y a beaucoup de rumeurs, il y a beaucoup de choses, on sait. Mais je peux dire que c'est plutôt dangereux et j'ai l'espoir que vous pourriez poser ces questions de quelqu'un de l'administration américaine parce que toute la chose qu'ils font nous montre et nous indique qu'ils disent aux Européens de ne pas croire en ce que les Russes disent. Ils les poussent. Ils ont
fait que les Français et les Anglais utilisent leurs missiles dans une manière la plus agressive. Il fait les Allemands aussi de continuer cette politique. Alors, M. Kirby, qui a été là pour la communication, oui, dans la Maison-Blanche, il a été posé cette question. Alors, si l'escalation peut s'arriver, il a répondu positivement. Il a dit oui, parce que les armements nucléaires sont donc utilisés et l'Europe va souffrir. Alors, il ne peut même jamais comprendre que ce sont les États-Unis qui vont souffrir aussi. Alors, je dirais qu'il nous faut continuer de pousser les Européens à cet extrême. Et moi, j'espère que ce seront les Européens qui prendront les décisions finales. Monsieur Lavrov, Monsieur le ministre de la Défense, merci beaucoup pour votre interview à Al Jazeera, ici à la conférence de Doha. Mais ce qui a particulièrement retenu l'attention, ce sont les guet-forts trilatéraux entre la Russie, la Turquie et l'Iran. Ces trois pays, bien que souvent en désaccord sur d'autres fronts, ont trouvé un terrain d'entente pour pacifier la région. Lavrov a détaillé les objectifs communs: stabiliser les zones de conflit, soutenir un processus de reconstruction durable et permettre le retour des réfugiés. Une initiative qui se veut une alternative aux solutions imposées par l'Occident. Ce discours de Lavrov au Doha Forum ne se résume pas à des paroles diplomatiques. Il reflète une véritable bataille d'influence sur l'avenir de la Syrie et du Moyen-Orient. La Russie se positionne comme un acteur incontournable, prêt à coopérer avec des partenaires pleins régionaux pour dessiner un futur de stabilité, tout en défiant les approches occidentales. Alors que retenir? Lavrov a lancé un message clair. La paix en Syrie dépend d'un respect mutuel et d'une coopération internationale sincère. Mais cette vision sera-t-elle acceptée par tous? Et vous, pensez-vous que les efforts trilatéraux entre la Russie, la Turquie et l'Iran peuvent vraiment stabiliser la Syrie? Donnez votre avis dans les commentaires, abonnez-vous pour plus d'analyses géopolitiques et activez la cloche pour ne rien manquer. À très bientôt.